Bonjour à tous. Il y a l'apparence des choses et c'est le fatras de l'information continue, une émotion chasse l'autre, comme un clou chasse l'autre. Et puis, il y a le mouvement profond, le courant qui, au-delà des apparences et des événements, eh bien, traduit des véritables changements. C'est ce que les journalistes négligent en général et que les chercheurs tentent de mettre en évidence. Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. Merci à vous de venir à Télésud présenter votre dernier ouvrage. À qui profite le djihad? C'est un bon titre parce que c'est une question qu'on ne se pose pas, c'est une question qui est pourtant évidente. C'est une vraie question et quand on lit vos 200 pages, d'ailleurs, on n'arrête pas de poser l'ouvrage et de se mettre à y réfléchir, ce qui est plutôt bon signe. Ces 200 pages donc sur le terrorisme qui sont excitantes, qui sont disruptives, comme on dit, et on apprend des tas de choses, et on réfléchit longtemps après. Alors, vous avez une thèse, c'est que derrière la nébuleuse des groupes terroristes au Moyen-Orient, il faut chercher la main d'un État, la raison de l'État, l'État qui est capable de stratégie oblique, qui est capable de ruse, de toutes les manipulations, l'État qui n'a qu'une morale, la raison d'État. Bien sûr. Et je vais vous répondre, mais d'abord, je vais rendre à tout seigneur, tout honneur. Le titre génial de ce livre n'est pas de moi. Il est du directeur des éditions du Cerf, qui s'appelle Jean-François Colosimo, qui est un merveilleux éditeur. C'est un des derniers, comme on disait dans le temps, les facteurs de clavecin ou les facteurs de piano. C'est un facteur de livres. Il sait faire de très beaux livres. Et il a le génie des titres. Quand j'ai fait c'est un bon connaisseur du monde turc et du monde iranien. Bien sûr, parce que c'est un connaisseur des chrétiens d'Orient. Donc, il, par définition, ces minorités-là, il joue un rôle important. Et après 2001, on a fait un livre avec lui, avec mon collègue Boer, et j'avais trouvé un titre inepte. Et il m'a dit « Parlement, parce que ton titre est idiot ». Alors, je lui ai bien entendu dit oui. Et il m'a dit, au bout d'une demi-heure, mais ce que tu m'expliques, c'est que la guerre ne fait que commencer. Ah voilà, c'est le titre. Et c'était un titre génial. Chaque fois qu'il y avait un attentat, on remettait le livre en pile à la FNAC et le livre se vendait. Donc, Colosimo... Jouer sur la peur, c'est bon, c'est bon. Non, il jouait sur l'intérêt des gens pour les événements, quoi, c'est ça. Alors c'est vrai que vous avez été très marqué par, on va revenir au thème central du livre, mais vous avez été très marqué, quand on lit votre ouvrage, par les années 80. Et c'est vrai que c'est une matrice, ou du moins, c'est une époque où le terrorisme a muté, en quelque sorte. Et vous avez été frappé par les attentats à Paris, les otages du Liban, qui était la façon dont l'Iran entendait peser sur la politique française, nous faire lâcher prise au Liban, nous faire lâcher l'aide à Saddam Hussein et nous faire lâcher l'argent, puisqu'il y avait aussi le milliard donné par le Shah d'Iran à Valéry Giscard. Oui, par le Shah. Et on a mis longtemps, très longtemps finalement, à comprendre cette stratégie indirecte et que derrière tous ces événements, il y avait vraiment un chef d'orchestre clandestin, un tireur de ficelle. Voilà, parce que ça n'est pas l'apanage de l'Iran. Au Moyen-Orient, tout le monde fait ça. C'est une façon de faire la guerre. Et elle est même bien plus ancienne que ça. Quand j'étais à la même époque professeur à l'école de guerre, j'avais donc une promotion devant moi sur les affaires de terrorisme, justement, qu'il fallait expliquer à des militaires qui, de moins en moins, combattent une autre armée en race campagne avec des uniformes apparents, comme on le faisait jusque vers les années 50, et qui de plus en plus combattent des nébuleuses terroristes ou des trucs indistincts. Donc on leur faisait des cours à l'école de guerre, et je leur disais, les règles du jeu, les voici. Et je leur lisais un petit texte de quelques lignes, et ce texte contenait le mot terreur, contenait le fait que ça se répandait de ville en ville, contenait le fait que ça scissionnait à chaque instant, que tout le monde était en guerre avec tout le monde. Et il se terminait, ce petit texte, par ces lignes, et c'est ainsi que de proche en proche, la guerre civile s'étendit à toute la Grèce. Il levait la doigt en disant « Non, monsieur, vous voulez dire le Liban ?» Pas du tout, c'est la conclusion de la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Vous voyez que 25 siècles avant ce jour, cette façon de faire la guerre prédominait déjà dans la Méditerranée orientale, pas vers le bout libanais, mais vers le bout grec, si vous voulez. Du temps de Thucydide, il n'y avait pas d'attentat à la voiture piégée. Non.
Aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que ces attentats sont des lettres anonymes, en fait. Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, quand on reprend la liste, j'ai beaucoup écrit là-dessus et beaucoup fait de recherches de tous les groupes terroristes qui ont surgi au Moyen-Orient à partir de la révolte palestinienne de la fin des années 60. Vous les prenez tous les uns après les autres. Tous, soit sont rattachés à une entité plus grande qui est capable de les protéger ou de même les alimenter ou de les payer. Le commandement des opérations spéciales à l'étranger du FPLP, Ahmed avec Jibril. Carlos, etc. Là, c'était Wali Haddad. Wali Haddad, voilà. bien sûr, oui. Et donc, soit, à un moment donné, un État arrive à casser une petite entité, un petit groupe de sa maison mère, et la mettre à son propre service, et c'est ça, Abu Nidal, etc. Donc vous avez comme règle absolue, je ne lui connais pas d'exception, que tout groupe terroriste qui est livré à ses propres forces au Moyen-Orient disparaît dans les 6 mois. Il meurt, les types se font flinguer, si vous voulez, tout simplement, ou disparaissent. Mais s'il survit, s'il surnage, alors il est rattaché à quelque chose d'autre. Quelque chose même de la taille de ce qu'on appelle l'État islamique ne peut pas survivre plus d'un semestre s'il n'a pas derrière, autour, devant, derrière, quelque chose qui le protège. Alors, ça c'est vous voyez donc la main de l'Arabie Saoudite derrière les attentats du 11 septembre et la main quelque part de l'Iran et de la Syrie derrière ceux de l'État islamique en 2015 à Paris et à Bruxelles. C'est le cœur battant de l'ouvrage. Mais bon, on va d'abord revenir sur le 11 septembre. Oui, mais si vous voulez d'abord une chose, la main de l'Arabie Saoudite, c'est pas moi qui la vois, c'est la justice américaine. Ah voilà, le 11 septembre, oui. Vous dites que il y a eu 19 pirates que l'on connaît, qu'on a identifiés, et on a vite oublié qu'il y avait le lien qu'il y avait entre ce petit groupe et le royaume saoudien. Alors vous nous dites que l'enquête a établi que ces gens étaient en contact directement et simplement avec des missinobinici de l'ambassade, avec des clandestins du régime saoudien aux États-Unis. Il existe un rapport de plusieurs centaines de pages qui a été établi dès l'année suivante, dès le début donc de 2002 ou de 2003 au pire. Ce rapport a eu pendant 20 ans une trentaine de ces pages de caviardées. Elles étaient secrètes et on pouvait accéder au reste du volume, mais pas à ça. Récemment, à la demande des familles, des victimes, des 3000 de la World Trade Center et puis de ceux qui sont morts à Washington, les pages en question ont été déclassifiées. Elles sont terribles. Elles montrent que, alors préalablement, jamais une opération de commando de cette envergure-là ne peut se faire sans réseau de soutien, sans avoir un réseau logistique. Voilà, exactement. La logistique en question pour tout l'attentat du 11 septembre, c'est l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite. L'homme qui donne des passeports, l'homme qui loue des appartements, l'homme qui finance tous les 19, c'est le chef de cabinet de l'ambassadeur qui lui-même est un prince saoudien. Et tout le fric qui ne passe pas par lui pour alimenter les gens en question passe par sa femme, son épouse. À l'époque, l'ambassade d'Arabie Saoudite, non pas le chef de cabinet, mais le conseiller spécial de l'ambassadeur, c'est Jamal Khashoggi. Il se trouve que, au même moment, il y avait un monsieur dont le nom est donné. Alors, je ne le donnerai pas parce qu'il n'est pas condamné par la justice des États-Unis. Il est recherché par la justice des États-Unis pour cet acte. Donc, il est présumé innocent. Mais cet individu-là, non seulement se trouve dans les archives de la CIA et du FBI en disant c'est lui qui les a accueillis, c'est lui qui les a pilotés. C'était leur nurse, si vous voulez, des individus qui plus tard ont sacrifié leur vie dans les avions du 11 septembre. Cet individu-là était directement lié au prince saoudien qui était l'ambassadeur des États-Unis, aux États-Unis d'Amérique, du Royaume d'Arabie Saoudite. Et qui reste un homme extrêmement estimé à Washington, puisqu'on voit bien que la politique de Joe Biden, c'est de remettre en selle cette vieille équipe à la place de celle que le prince héritier a tenté d'installer. Alors, on n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi est-ce que les Saoudiens
en quelque sorte, poignarderait leur principal soutien, cet allié américain qui leur est si utile comme assurance vie, comme protecteur face à l'Iran, comme... Pourquoi est-ce que le régime saoudien lui-même, et on ne parle pas des fondations, le régime saoudien lui-même aurait ainsi essayé de liquider George Bush et des milliers d'Américains? Il semble qu'on ait sous-estimé à un moment donné l'emprise d'Al-Qaïda et d'Oussama Bin Laden sur une large part de l'appareil d'État saoudien, et que c'est cette part-là de l'appareil d'État saoudien qui a opéré dans le cadre d'une lutte interne, d'une lutte intestine à l'intérieur du régime. Je ne dis pas qu'il y avait une commandite du roi de l'époque, Abdallah ou quelque autre... je dis simplement qu'à l'intérieur du royaume d'Arabie saoudite, il y avait... Alors ça explique peut-être des tas de choses, parce que quand on regarde l'histoire à travers ce prisme, on se dit que le plan que quelques mois plus tard, le roi justement Abdallah va sortir à Beyrouth, le plan de règlement de paix pour le Proche-Orient, était inspiré par le souci de se racheter peut-être. Et puis ça éclaire aussi peut-être ce qu'a fait Donald Trump en essayant de renouer une alliance différente avec les Saoudiens. C'est absolument passionnant, c'est fascinant. On avait dit aussi à ce moment, juste après le 11 septembre, qu'il y avait eu un réseau d'agents israéliens qui avait semblé pister un certain nombre de pirates, et puis cette histoire s'est évanouie on n'a pas entendu parler. C'est vrai. Je crois, si vous voulez, enfin, je dis je crois pour être gentil, mais je sais, car j'ai parlé à des gens. J'ai l'impression, plus que ça, mais je sais que les Israéliens sont d'admirables connaisseurs de la stratégie indirecte moyen-orientale dont on a commencé à parler là maintenant, le fait que l'ennemi de mon ennemi est un ami, etc., qu'ils jouent très bien, qu'ils ont la subtilité intellectuelle qui leur permet de suivre ça, subtilité intellectuelle qui parfois manque aux généraux avec la trace du képi à Washington et ailleurs, et j'ai l'impression qu'ils ont fait, comme toujours en pareil cas, des tentatives pour faire comprendre que ce n'était pas exactement comme leurs amis américains ou parfois européens pensaient que ça se passait sur place, mais que dans ces conditions-là, les gens ne vous révèlent rien, ils vous tendent la perche, et puis si vous la saisissez, si vous êtes capable de comprendre qu'on vous tend une perche et vous dites « expliquez-moi et dites-moi plus », là ils vous en disent plus, mais j'ai l'impression qu'ils ont été tellement, je vais employer un terme fort, mais écœurés par l'incapacité à comprendre qu'il y avait des règles subtiles au Moyen-Orient. Mais c'était justement ça, c'est ça le terrorisme, ça sidère. Oui, bien sûr. La terreur, ça fait la peur empêche de penser, la terreur sidère, stupéfie. Exactement. Je vais vous dire, la pire embrouille qui soit arrivée aux États-Unis n'est pas arrivée aux États-Unis, au Moyen-Orient. Elle est arrivée dans la zone Afghanistan-Pakistan. Il y a au sommet de la hiérarchie militaire et du renseignement pakistanais, on ne peut pas dire une caste, parce que là-dedans, il y a des sunnites, des chiites, des ismaéliens, il y a des pashtuns, il y a des gens de différentes provinces du nord-est de la péninsule indienne. Mais ces gens-là, c'est une espèce d'ENA militaire pakistanais, l'élite, tout droit issu de l'empire moghol. Oui, voilà. Et les gardiens de la nation. Exactement. Et ces gens-là ont un nom collectif, on les appelle les Ashraf. C'est un peu comme énarque en français, si vous voulez. C'est un prénom pakistanais. Tout de suite les insultes. Ashraf. Mais non, c'est énarque, ouais, c'est l'élite au pouvoir. Ce sera beaucoup plus difficile à dissoudre. Hein. Et donc, en 2014, peu de temps après avant sa mort, un des joueurs, un des acteurs les plus subtils et les plus intelligents de cette caste, de cette secte, appelez ça comme vous voulez, de cette élite, qui s'appelait le général Hamid Gul. Gul a dit à la télé pakistanaise, un beau jour, le temps viendra de dire comment nous, l'ISI, c'est-à-dire le service de renseignement pakistanais, Inter-Service Intelligence, avons, avec l'aide des États-Unis, battu l'Union soviétique en Afghanistan, et dans un deuxième temps, en Afghanistan, nous avons battu les États-Unis avec l'aide des États-Unis. Comme ils ont battu les États-Unis, comme les États-Unis avaient été, les Anglais avaient été battus et tous les autres. Il y a une volonté d'empire là qui existe.
Et les trois personnages centraux de toute cette immense aventure-là, il faudra la raconter un jour parce que c'est passionnant. Je commence à en comprendre certains des tenants des aboutissants, étaient la très pro-occidentale, la très mignonne, la très charmante Benazir Bhutto, elle-même en plus, pour tout arranger, chiite, ce que les États-Unis n'ont jamais compris, avec deux autres généraux qui ont joué un rôle absolument essentiel, qui ont monté la salade des talibans, qui s'appelait Hamidullah, donc Hamid Goul, et l'autre qui s'appelait Nasirullah Babar, ce qui n'est pas forcément un nom en Europe très facile à porter, qui étaient deux individus brillantissimes, et ils ont pratiqué la stratégie indirecte avec un tel talent qu'en même temps, ils étaient les alliés des États-Unis, et en même temps, ils hébergeaient sous le nez des Américains. Les Américains ont un problème avec leurs alliés, c'est récurrent. Oui. Les Séoudiens comme les Pakistanais, c'est à la fois les pires et les meilleurs de leurs alliés. Alors, vous nous parlez de ces génies du renseignement et de l'action indirecte. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, il y a les gars qui se font sauter dans les rues de Paris, ici. Il y a les terroristes de 2015. Et vous ne pouvez pas croire, donc, que ce soit l'État islamique et c'est ce groupe de terroristes qui ait mis Bruxelles et Paris à feu et à sang. De même, non. Vous savez, ça fait bien longtemps que je traîne dans les banlieues parce que, contrairement à beaucoup de gens, je n'y crains rien. Il ne peut rien m'y arriver. Vous avez affaire là-dedans à des petits loulous, à des petits bandits, etc., tout ce que vous voulez, qui sont illettrés, donc ils ont une mémoire phénoménale. Et encore, il n'y a pas si longtemps que ça, l'année dernière, où j'avais été à Aulnay-sous-Bois pour féliciter le maire à qui on remettait une médaille, Bruno Béchiza, eh bien, en sortant de la mairie à 9h30 du soir, je me demandais un peu comment j'allais rentrer à Paris. Une voiture s'arrête à côté de moi. « Ah, Robert, tu passes chez Calvi, on t'a reconnu, tiens, viens prendre un café avec nous. » Les racailles m'adorent. Voilà. Donc, j'ai eu de longues conversations, mais détendues, pas comme au commissariat de police de côté de la table du commissaire ou en prison, avec ces individus-là. Je peux vous garantir qu'ils sont assez généralement bas de plafond. Certains peuvent être sympathiques comme ça pour prendre un café, mais ils sont assez bas de plafond. Si des individus comme ça ont monté une opération lourde, longue, durable, qui part du fin fond de la zone Syrie-Irak, qui arrive dans la banlieue parisienne à Saint-Denis, par eux-mêmes, comme je l'ai dit à l'époque à un commissaire de police, ils ont fait ça eux-mêmes, je suis la reine d'Angleterre. Voilà, c'est pas possible. Oui, mais regardez à Nice, il y a un gars qui fait un carnage, simplement parce qu'il a les clés du camion. Non, là, il n'y a plus de... C'est une fois de plus, je vous dis, là-dedans, il n'y a aucune espèce d'élucubration, ce sont des faits qui proviennent de la justice, généralement. Vous avez des réquisitoires de justice pour le procès, justement, du Bataclan. Combien de gens? La logistique des attentats de Paris et de Bruxelles, c'est combien de personnes? Plus de 150 individus. 150. Plus de 150. Rémunérés? Payés, avec toute une logistique pour les récupérer au fin fond de la Méditerranée, de les amener jusqu'à Bruxelles ou dans la région parisienne. Rien que dans la région bruxelloise, une dizaine de planques différentes. Tout ça est dans les réquisitoires de justice, il suffit de les lire. Les individus en question, j'en donne là-dedans les noms. Et voilà, alors, vous êtes très inquiétant aussi parce que vous soulignez la menace que représente pour la France de 1500 à 2000 individus qui ont basculé dans l'islamisme armé. C'est davantage, effectivement, que tout ce qu'a pu aligner comme effectif l'ETA, la branche française de l'ETA, l'équivalent des Brigades Rouges qui étaient en France Action Directe, les Bretons du FLB, même l'OAS, même tout ça, ça n'a rien à voir. Exactement, l'OAS Pétrogène, etc., qui remonte aux années 60. C'est beaucoup de monde, 1500 à 2000, c'est effectivement impressionnant, c'est une petite armée. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Et même, à un moment donné, ce qu'on appelle l'entité État islamique elle-même, ça n'a rien à voir avec un groupe terroriste. Imaginez, je vous garantis que ma source ne saurait être meilleure à l'échelle française. Le jour où il lance l'État islamique, la grande offensive de la deuxième moitié de l'année 2014, où ils vont conquérir toute la partie sunnite de l'Irak au nord-est et une partie de la Syrie, l'État islamique a plus de véhicules blindés et de chars d'assaut que l'armée française.
Ouais. Alors, à ce moment-là, vous connaissez le effectivement. Moyen-Orient, un groupe terroriste, c'est 300 traîne-patins avec des kalachnikovs et des kéfiers, c'est pas une armée avec des drones, avec des fusées, avec des canons, des chars d'assaut, plus que l'armée française. Oui, plus le pétrole qu'ils exploitent, Et qu'ils voilà. vendent, plus les cimenteries, etc., etc. Alors, dans votre livre, c'est foisonnant, il y a énormément d'informations, et puis alors, il y a surtout une mise en perspective qui est vertigineuse, parce que vous faites en quelque sorte le bêtisier de la stratégie américaine, occidentale. On voit comment les Américains partent en guerre pour abattre Bachar el-Assad, puis ils changent finalement de cible. Comment les Français, eux aussi se sont illusionnés. Comment... Et tout ça est extraordinaire parce qu'on voit face à des États qui restent implacables, qui poursuivent leurs objectifs. Vous en avez d'autres qui se laissent très facilement distraire, impressionner, qui donnent l'impression de ne pas être lesté, de ne pas avoir de quille, de ne pas avoir de sens commun, quoi, en fait. Hein. Ces États-là ont des experts qui savent tout ça très bien. La France a des experts qui savent aussi bien que moi ce que est écrit là-dedans. On ne les écoute pas. Non. Ouais. Non. C'est la dernière petite copine vue dans un dîner en ville, plus facilement qu'un homme qui a passé... je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas dit jusqu'à maintenant, qui va vous permettre de comprendre. Le renseignement français avait en poste à Bagdad un homme qui était arrivé 1 an avant la chute de Saddam Hussein. Il est resté pendant 1 an, il y est resté pendant toute la guerre, il y est encore resté 1 an après. À partir du moment où l'Irak est envahi par les Américains, où Bagdad est aux mains des Américains, c'est-à-dire on est en avril 2003, à partir de mai et juin, il envoie télégramme codé sur télégramme codé en France en disant une énorme vague de terrorisme se prépare, je n'ai jamais vu ça, ça va péter jusqu'au ciel. Et non seulement on ne le croit pas, mais il a failli être rappelé comme étant dans un état de délire. Et c'est simplement quand en juillet, vous avez l'attentat contre les Nations Unies à Bagdad et la mort de Vera Mello, c'est là qu'on commence à le croire. Et personne ne l'a cru et personne n'a admis qu'effectivement il allait y avoir cette énorme... Parce que c'est compliqué d'imaginer que finalement un djihadiste est un sunnite en colère ou comme un taliban peut être un pachtoun qui se sent frustré du pouvoir. Mais alors, votre livre quand même défie le sens commun parce qu'on voit que l'État islamique ce sont des sunnites. Oui. Hein. L'Iran c'est Satan. Bien sûr. Pire, c'est des hérétiques. Oui, ceux qu'il faut à tout prix écraser avec le talon. Ouais. Et pourtant, l'État islamique a servi les intérêts iraniens. Mais bien entendu, pour l'Iran, qui pratique la stratégie indirecte comme tous ses voisins, l'État islamique, c'est un pitbull qu'on tient en laisse et qu'on menace de relâcher sur quiconque vous gêne, de manière à... Voilà, alors comme ça, on obtient d'être laissé en paix. Alors je vais vous faire une objection, c'est que quand on est au Proche-Orient, on joue toujours au billard à 2 ou à 3 bandes. Et puis quand le temps passe et que les archives s'ouvrent, finalement on se rend compte que celui qui a fait le crime, et on pensait que ce n'était pas celui à qui il profitait, eh bien c'est bien celui qu'on avait désigné au départ. C'est bien les phalangistes qui ont tué Rachid Karameh, le Premier ministre libanais. C'est bien les Syriens qui ont assassiné Béchir Gemayel, le Premier ministre qui les dérangeait, etc., etc. Et donc en fait, l'histoire se simplifie considérablement quand on prend un certain recul. Vous nous dites le contraire. Vous nous dites qu'il y a un machiavélisme en action et que l'apparence des choses n'est jamais la réalité. Mais non, nous disons exactement la même chose, mais pas sur la même base temporelle. Quand on comprend, et on finit toujours par comprendre, eh bien, il est toujours trop tard. En attendant, le stratagème a réussi. Voilà, exactement. C'est exactement comme ça que ça se passe. Alors, ce qui est frappant, c'est l'hospitalité, c'est l'aide que l'Iran a apportée à toutes sortes de djihadistes qui étaient en cavale. Bien sûr, oui. Et ça depuis vous vous souvenez du parangon du sunnisme wahhabite en Afghanistan qui était Gulbuddin Hekmatyar. Oui. Il était à Téhéran, voilà, bien sûr, tous. Mais pas Ben Laden. Ah si, à un moment donné, il y est passé. Bien sûr, bien sûr. Alors,
Ces dernières semaines ont été marquées par... Il y avait même sa femme et ses énormément enfants. parce qu'il y a des tas de choses passionnantes. Là, sur la Bosnie-Herzégovine, ce que vous dites est formidable. Et je ne l'ai pas lu ailleurs. Moi, j'ai été très frappé. Il y a beaucoup de choses. Et puis, ça reste une actualité absolument urgente, pourrait-on dire, parce qu'en ce moment, il y a les discussions autour des accords de Vienne, que l'administration Biden tente de ressusciter. On sent bien que côté israélien, on voudrait les enterrer, au contraire. Donc, on sent qu'une menace est en train de grandir. Vous croyez à une guerre prochaine, possible? Dans les Balkans? Oui. Non, en Iran, entre l'Iran et Israël. Je ne pense pas. Je pense qu'ils continuent n'arrivera à se parler. On va être obligé de se quitter, mais je voudrais, avant de nous quitter, présenter Sécurité Globale. C'est une revue trimestrielle que vous avez, j'imagine, inventée. Non. Non, non, il y a eu 2-3 rédacteurs en chef avant moi. Je suis le dernier d'une série de rédacteurs en chef. Vous êtes. Ouais. Ben, il y a un comité de rédaction qui est impressionnant, et il y a toutes sortes de chroniques et de rubriques. Dans ce numéro, il y a une enquête formidable sur le groupe Wagner, une société militaire privée russe, qui intervient beaucoup en Afrique, au Instrument Mozambique. de stratégie indirecte. Voilà. Alors qu'on voit intervenir au Mozambique, à Madagascar, ce que j'ignorais, au Mali, en Centrafrique où ils marchent sur les pieds, et les Rangers, les Français, et un peu partout. Et vous expliquez, ce papier est formidable parce qu'il est très complet et on comprend enfin la stratégie indirecte russe. Ouais. Avec plusieurs façons d'utiliser comme ça c'est ce qu'on appelait ça des mercenaires autrefois. Oui, bien sûr. Ça ressemble beaucoup aux mercenaires. Quand on est compagnies. poli, on dit société militaire privée, autrement c'est une milice ou des mercenaires. Oui, grandes compagnies, disait-on au Moyen-Âge aussi. Les Lansquenets. Bon, alors, sécurité globale, vraiment, ça vaut le coup. Et puis, à qui profite le djihad? Aux éditions Colossimo, les éditions du Cerf. Merci à vous, Xavier Hofer. Ainsi va le monde sur Télé Sud.